Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 17 mars, je vous propose tout d'abord de revenir sur la récente demande du président américain Donald Trump à plusieurs pays dont la Chine, la Corée du Sud et le Japon d'envoyer des navires militaires pour sécuriser le détroit d'Ormuz et sur le débat que la question suscite dans la région. Nous irons ensuite au Cambodge où le gouvernement affirme que la totalité des centres d'escroquerie en ligne du pays seront éradiqués d'ici la fin du mois prochain. Et nous irons ensuite dans l'océan Pacifique en revenant sur la démission de 11 ministres du gouvernement de Jeremiah Manele, signalant la rupture de la coalition et une probable motion de censure qui pourrait intervenir très prochainement. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique dans l'archipel des Tonga où le gouvernement vient de relever l'âge légal du mariage. La Chine, le Japon et la Corée du Sud ont accueilli avec précaution et distance la demande du président américain Donald Trump d'envoyer des navires militaires pour aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, détroit où transite près du quart des cargaisons mondiales de pétrole et qui est actuellement bloqué par l'Iran, perturbant une partie importante du trafic maritime mondial et faisant flamber les prix du pétrole. Le président américain a posté un article samedi dernier sur X demandant à la France, au Japon, à la Chine, à la Corée du Sud et au Royaume-Uni de débloquer des forces navales après avoir affirmé que les États-Unis avaient déjà anéanti 100% des capacités militaires iraniennes. Le tweet de Donald Trump a recueilli une réponse assez froide des pays concernés qui n'ont pas été consultés avant le début de la guerre et craignent d'être entraînés dans le conflit. Le président français Emmanuel Macron a plutôt proposé une initiative européenne pour sécuriser le détroit à l'image de l'opération en mer Rouge et après la fin du conflit. Au Japon, le ministre de la Défense Shinjiro Koizumi a déclaré que le Japon n'avait pas de plan de déploiement de ses destroyers dans la région. La première ministre Sanae Takaichi, qui doit se rendre à Washington cette semaine pour rencontrer le président américain jeudi, s'est exprimée devant la commission sénatoriale du budget sur la réponse à donner à Trump. Elle a affirmé que le Japon n'avait pas reçu de demande formelle des États-Unis et qu'elle allait expliquer lors de sa rencontre avec le président américain jeudi la position du Japon sur la question, ajoutant qu'elle n'avait pas l'intention de débattre avec lui de la légalité de l'attaque au regard du droit international. La demande de Trump a aussi provoqué un vif débat en Corée du Sud au sujet de l'éventuel déploiement de l'unité Chonghae créée en 2009 pour mener des opérations anti-piraterie dans les détroits d'Ormuz. La question est de savoir si cette unité, actuellement déployée pour protéger les navires commerciaux sud-coréens dans le golfe d'Aden au large de la Somalie, pourrait voir son rayon d'action étendu au détroit d'Ormuz, ce qui a déjà été fait en 2020 pour protéger des navires commerciaux et des ressortissants sud-coréens. À l'époque, la décision avait déjà fait l'objet d'un débat pour savoir si la mesure nécessitait une nouvelle résolution du Parlement, qui selon la constitution sud-coréenne est la seule à pouvoir décider d'une déclaration de guerre et du déploiement des troupes à l'étranger. Le porte-parole du ministère de la Défense sud-coréen, Jung Bin-na, a aussi répondu avec précaution, indiquant que le gouvernement n'avait pas reçu de demande formelle de la part de Washington pour le moment. Notons que la Corée du Sud dépend largement à 70% du pétrole brut du Moyen-Orient qui transite par le détroit pour ses importations de pétrole. Un responsable du bureau présidentiel cité par le quotidien Korea Herald a déclaré dimanche que le gouvernement observait de près les commentaires du président américain sur les réseaux sociaux et continuait de communiquer étroitement avec les États-Unis tout en évaluant avec précaution la situation avant de prendre une décision. Lee Ki-hung, un député du Parti démocratique de Corée, le parti au pouvoir, a protesté devant l'ambassade américaine à Séoul pour s'opposer à la demande américaine qui selon lui va à l'encontre de l'esprit de la constitution coréenne dont l'article 5 affirme l'attachement du pays au maintien de la paix internationale et au renoncement aux guerres d'agression. Le député a déclaré que la participation de son pays à des opérations militaires dans le détroit d'Ormuz ferait de plus de la Corée une cible directe de l'Iran. Quant à la Chine, Trump pense peut-être pouvoir faire pression sur Pékin à l'approche de sa visite en Chine et de sa rencontre prévue avec le président chinois Xi Jinping.
Pékin a réagi assez rapidement via un porte-parole de l'ambassade chinoise à Washington qui a exprimé son soutien à une cessation immédiate des hostilités avant de déclarer que toutes les parties avaient la responsabilité d'assurer un approvisionnement stable en énergie. Le gouvernement cambodgien dit vouloir fermer tous les centres d'escroquerie en ligne du pays en l'espace de quelques semaines seulement, plus précisément d'ici la fin du mois d'avril. Cité par l'agence Associated Press, le ministre cambodgien Chai Sinarit, en charge de la commission de la lutte contre les escroqueries en ligne, a déclaré qu'environ 80% des 250 centres d'escroquerie, soit environ 200 centres, avaient déjà été fermés depuis juillet grâce à l'action des autorités. Il faut savoir que le Cambodge a été vivement critiqué pour l'inefficacité de sa politique de lutte contre ces centres qui escroquent chaque année des milliers de victimes et extorquent chaque année des dizaines de millions de dollars américains selon les estimations des experts et des Nations Unies. Ce vaste trafic, que l'on retrouve surtout au Cambodge et au Myanmar, a particulièrement attiré l'attention de la communauté internationale depuis plusieurs années en raison des milliers de victimes de trafic humain séquestrées et forcées à travailler pour ces centres originaires de différents pays d'Asie. Les pays de la région dont sont originaires les victimes, que ce soit du côté des victimes d'escroquerie ou de trafic humain, ont durci le ton l'année dernière pour obtenir une action plus ferme des gouvernements cambodgiens, mais aussi birmans et thaïlandais, où transitaient bon nombre des victimes de travail forcé attirées par des offres d'emploi mensongères. Le Cambodge affirme avoir renforcé ses efforts de lutte contre ce phénomène, mais les ONG et plusieurs médias d'investigation ont déjà alerté sur l'inefficacité des opérations qui ne visent pas les leaders de ces trafics ni les élites du monde politique. Plusieurs rapports et enquêtes ont par ailleurs pointé du doigt la résurgence de ces réseaux criminels avec des centres qui déménagent régulièrement et s'installent désormais dans des maisons de ville, de grands centres urbains et non plus seulement dans des régions frontalières et reculées. Parmi les dernières descentes de police en date dans le pays, un raid dans un immeuble de la capitale Phnom Penh, où 60 employés de bureaux cambodgiens et chinois ont été arrêtés alors qu'ils travaillaient à arnaquer des victimes en Europe en tentant de les convaincre d'investir dans des faux projets. Le gouvernement cambodgien a renvoyé près de 10 000 travailleurs de 23 pays, tandis que près de 1000 attendent encore de rentrer chez eux, selon le ministre, qui affirme que le Cambodge collabore étroitement avec les autres pays, et en particulier les États-Unis et le Cambodge, pour lutter contre ce fléau qui ternit la réputation du pays, dont le secteur touristique est essentiel à l'économie locale. Aux îles Salomon, 10 ministres ont soumis leur démission dimanche soir, signalant une rupture au sein de la coalition menée par le Premier ministre Jeremiah Manele, en poste depuis moins de 2 ans. Depuis son élection, ce dernier a déjà échappé à une première motion de censure, retirée in extremis, puis à une deuxième motion à laquelle il a survécu en avril 2025, lorsque 6 de ses ministres avaient démissionné. Font partie des ministres démissionnaires cette fois-ci le vice-premier ministre Frédéric Kologeto et tous les ministres membres du People's First Party, le PFP, ainsi que les ministres des Finances, de la Justice et de la Santé. Les membres du PFP ont rencontré l'opposition dimanche soir avant de soumettre leur lettre de démission et le leader du parti et ministre démissionnaire Frédéric Kologeto a affirmé hier que l'opposition était assez nombreuse pour renverser le gouvernement de Jeremiah Manele, invoquant comme motif un manque de confiance au sein du gouvernement et des différends irréconciliables entre les membres de son parti et leurs partenaires de coalition. Kologeto a affirmé que 28 députés soutiendraient la motion de censure qui pourrait être déposée très bientôt après la convocation d'une session extraordinaire du Parlement. Hier, c'était au tour du ministre des Affaires étrangères, Peter Chanel Agavoka, de remettre sa démission et de rejoindre l'opposition, se disant prêt à diriger le prochain gouvernement après que le PFP lui a proposé le poste de Premier ministre en cas d'alliance. Le gouvernement des Tonga a relevé l'âge légal du mariage à 18 ans contre 15 et 17 auparavant, une mesure qui est entrée en vigueur avec effet immédiat. La loi tongienne autorisait jusqu'à présent les adolescents âgés de 15 à 17 ans à se marier avec le consentement d'un des parents ou d'un tuteur, faisant des mariages précoces une pratique relativement courante dans le pays. Le média Radio New Zealand cite Ofa Gutenbeil Likiliki, directrice du Centre de crise des femmes et des enfants, qui est à l'origine de cette mesure.
Cette dernière s'est réjouie de la décision, affirmant qu'elle permettrait à l'archipel de s'aligner avec les standards internationaux en matière de droits humains, tout en rappelant que le pays enregistrait chaque année entre 150 et 200 mariages impliquant des personnes âgées entre 15 et 17 ans. La directrice de l'ONG explique que l'interdiction du mariage des enfants permet d'encourager la scolarisation des filles, de réduire les risques en matière de santé et de renforcer les valeurs du consentement et de la liberté de prendre des décisions libres et éclairées. Également citée par le média néo-zélandais, la chef de la branche des Tonga de l'ONG internationale Save the Children, Lilieta Takao, a dit espérer que cette décision permettrait d'influencer positivement les pays insulaires du Pacifique et notamment les îles Salomon et le Vanuatu, avant de rappeler que la région du Pacifique enregistre un des plus forts niveaux au monde de violence et de négligence à l'encontre des enfants. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.